Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire intitulé Myélome Canada, qui sommes-nous et comment pouvons-nous vous aider? Qui sera présenté par Jessie Ranger, qui est notre directrice des politiques de santé, défense des droits et services aux patients. Je vais maintenant laisser la parole à Jessie qui pourra partager sa présentation avec vous. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Je reconnais quelques noms dans la liste des participants. Alors, puis ceux qui ne me connaissent pas, ben enchantée. Virtuellement, ça me fait plaisir. Donc, Jessie Ranger, directrice en matière de politique de santé, défense des droits et services aux patients chez Myelome Canada. C'est un très long titre. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire plus tard. Donc, la présentation aujourd'hui, c'est vraiment une mise à jour seulement sur les services, les programmes qui sont offerts par notre organisme. C'est la présentation qu'on fait généralement quand on a une séance d'information dans la communauté, justement pour voir un peu ce qui est disponible, ce à quoi vous pouvez avoir accès gratuitement. Donc, Myelome Canada, ça fait 21 ans que ça existe. Ça a été créé en 2005 par deux co-fondateurs, donc Aldo Delcolle et John Lemieux, tous deux atteints de myélome. C'était une vision qui était très simple. Pour eux, le plus important, c'était d'avoir de l'information fiable, de pouvoir avoir accès aux médicaments, puis de promouvoir la recherche en myélome. Parce que, bon, à cette époque-là, quand ces deux personnes ont reçu leur diagnostic, c'était pas du tout la même situation qu'aujourd'hui, hein. On avait à peu près deux traitements disponibles. C'était pratiquement, bon, on leur donnait environ 2 à 3 ans là, de survie. C'était très peu. Heureusement, pour eux, les choses ont changé. Puis Aldo Delcolle, moi, j'ai eu la chance de le connaître. Ça fait 8 ans déjà que je travaille pour l'organisme et donc il est décédé en 2019, mais il a vécu quand même plusieurs années avec le myélome. Donc, les choses ont évolué beaucoup, mais c'est quand même en partie grâce à l'organisation qui a fait énormément pour améliorer la vie des patients, des Canadiens qui sont affectés par le myélome, donc, et de tous ceux qui sont engagés dans cette cause. Donc, notre mission n'a pas beaucoup changé. On l'a fait évoluer, bien sûr, selon l'ère du temps, hein. Aujourd'hui, on parle d'avoir une vision objective, c'est de comment on fait pour faire en sorte que les gens puissent vivre leur vie malgré le myélome, malgré la maladie. Mais essentiellement, on s'attarde toujours aux mêmes choses. Donc, on essaie de fournir de l'information fiable. Donc, c'est ce qu'on appelle l'éducation et les programmes d'éducation. On essaie également de défendre les droits des patients pour avoir un accès aux services et aux soins en santé, mais bien sûr aux médicaments. En même temps qu'on intervient en matière de sensibilisation pour que les gens puissent reconnaître les signes et symptômes de la maladie tôt et puissent obtenir un diagnostic tôt. On travaille fort dans l'engagement communautaire également pour que les gens puissent justement se retrouver, se regrouper à différents niveaux, puis on investit dans la recherche. Donc les choses ont évolué, mais n'ont pas changé tant que ça. On a toujours la même mission après toutes ces années. La façon dont on en parle aujourd'hui, par contre, est un peu différente. Donc, moi, dans mon titre, on essayait de regrouper, c'était vraiment l'accès aux médicaments, l'aspect politique, l'accès aux soins et services, mais également les programmes, donc comment on soutient les patients dans l'éducation, l'information fiable pour les patients et les membres de leur famille. Aujourd'hui, on parle de ça un peu différemment. On a ce qu'on appelle une map, disons. Donc, on a trois clientèles, la communauté de patients et de proches aidants, les professionnels de la santé, les gouvernements et l'industrie. Puis, à travers ça, mais vont s'entremêler différents objectifs, c'est-à-dire améliorer la vie des patients, avoir un meilleur accès aux soins et traitements, puis investir dans la recherche pour obtenir éventuellement, bien sûr, la guérison de la maladie. Si vous avez lu certaines de nos documentations, vous avez vu que le nombre de personnes atteintes de myélome a quand même augmenté. On parle aujourd'hui de 12 personnes par jour au Canada.
Moi, quand j'ai commencé, on parlait de 8 personnes par jour. Donc, ce nombre-là, c'est approximativement donc 4300 personnes par année qui vont recevoir un diagnostic au Canada. Au Québec, ben, on peut probablement se dire que 2 à 3 personnes par jour vont recevoir un diagnostic. Puis proportionnellement, donc on peut diviser tout ça à travers les provinces. C'est sûr qu'au niveau statistique, c'est un peu compliqué, hein? Chaque province calcule les choses différemment, mais avec le rapport de la Société canadienne du cancer, on arrive à avoir quand même une bonne mise à jour sur la situation. Donc, c'est quand même pas mal de monde. Vous allez probablement vous demander ben, pourquoi. Pourquoi il y a en partie le fait que oui, on a plus de gens qui peuvent recevoir un diagnostic parce que malheureusement, la réalité, c'est que plus de 50% de la population va finir par avoir un cancer au cours de sa vie. Le myélome en fait partie, mais on est aussi meilleur à le diagnostiquer. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi une plus grande référence. Comment on arrive, nous, à rejoindre toutes ces personnes-là? Donc, j'ai mentionné un peu nos objectifs, mais ça revient un peu au même. Toutes nos actions découlent de ces objectifs. Donc, on va d'abord tenter de sensibiliser le grand public. C'est important pour nous que les signes et symptômes soient reconnus rapidement dans tous les types de cancers. Ça va pour le myélome aussi. Plus c'est diagnostiqué tôt, meilleures sont nos chances de succès et de survie. Donc, c'est ce qu'on essaie d'obtenir en sensibilisant le public et en faisant parler nous. On s'assure que les patients et les proches aidants aient accès aux ressources dont ils ont besoin au moment du diagnostic ou avant, mais même après. Donc, c'est important pour nous d'être visibles. Et on s'assure que les professionnels de la santé aussi sont à jour en matière de diagnostic et de traitement. Donc, on a du travail qui se fait à ce niveau-là également. Comment on rejoint le grand public? Si vous êtes donc déjà des membres de la communauté de Myélome Canada ou d'un groupe de soutien, vous savez qu'on a des activités de collecte de fonds comme la marche Myélome multiple ou des défis de vélo. Ça fait partie de nos activités de sensibilisation. Oui, ça sert à amasser des sous, bien sûr, mais ça sert aussi à sensibiliser les gens. Quand on est visible, les gens se posent des questions, puis éventuellement, peut-être que ce sera une personne qui aura un jour besoin de partager cette information-là, soit pour elle-même ou quelqu'un d'autre, puis dire, hey, moi, je connais un organisme, Myélome Canada, qui pourrait t'aider. On est aussi très visible sur les médias sociaux. On fait des campagnes médias, mais aussi différents types de campagnes de sensibilisation. Sur les photos là, que vous voyez ici, ben, il y a durant le mois de la sensibilisation au myélome multiple, par exemple, on va essayer d'obtenir des reconnaissances officielles de la part des municipalités ou des provinces. Puis ça va donner lieu à de la sensibilisation auprès des élus également. Donc tout ça, c'est chaque petit geste compte, hein, comme on dit. On va s'assurer que toutes les informations, donc quand je disais le plus d'informations possible, soient disponibles au moment du diagnostic ou avant, c'est qu'une fois que les gens entrent dans cette situation, hein, qu'ils reçoivent un diagnostic de myélome, ben les ressources dont ils ont besoin sont disponibles. Donc on essaie d'être le plus varié possible, d'être le plus visible possible également. Donc ça veut dire qu'on développe différents outils d'information qui sont parfois très longs, parfois courts. On va avoir différents médiums, ça va des vidéos, des infolettres, de l'infolettre dont Véronica parlait tout à l'heure, mais aussi des infoguides. J'ai parlé des séances d'information. Ce sont des opportunités pour nous de partager de l'information, de s'assurer que les gens aient accès à ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. La première chose que vous avez probablement faite lorsque vous avez reçu votre diagnostic ou que la personne qui est près de vous a reçu un diagnostic, c'est chercher sur Google. Donc, 45% des visiteurs de notre site web arrivent par là. Alors, c'est très important pour nous d'être présents également sur le web. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est une petite publicité. Donc, oui, quand vous cherchez myélome au Canada, vous allez probablement avoir Myélome Canada en premier, deuxième choix, mais
mais nous, on s'assure également d'avoir des publicités pour être certain qu'on arrive en premier puis que les gens puissent nous trouver. On a eu en 2025 130 000 personnes qui ont visité notre site web. Puis la page la plus visitée, bien sûr, c'est Qu'est-ce que le myélome? Donc, c'est très important de demeurer visible quand les gens cherchent, qu'ils aient la bonne information, c'est-à-dire qu'ils tombent sur notre site où ils pourront trouver des informations sur la maladie qui est fiable, qui a été vérifiée, mais qui est aussi canadienne. Parce que, veut pas, bon, il existe toutes sortes de plateformes, mais au Canada, la réalité du système et des traitements est différente que dans d'autres pays. Une fois que les gens nous ont trouvés, ben on espère donc que notre site web va devenir une bibliothèque hein, pour eux. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations sur le site web. À propos, qu'est-ce que le myélome? Oui, c'est la première question, mais après, ben, il y a une panoplie d'autres détails qui sont importants, les effets secondaires, les traitements, comment on fait pour s'impliquer, défendre ses droits, quand on est un proche aidant, quel type de ressources sont disponibles pour nous. Donc, c'est très large. Le site web, c'est vraiment la source ultime là, d'informations. Tout ce qu'on a développé à travers les années dans nos programmes se retrouve sur le site web. Euh, Véronica a parlé de l'infolette. Effectivement, c'est la meilleure façon pour vous d'être à jour. Donc, le site web, c'est la banque d'informations, mais l'infolette, c'est vraiment l'endroit où on va avoir les nouvelles choses. Donc, les nouvelles études en cours, les nouveaux traitements disponibles, les nouveaux programmes qui sont développés, les nouveaux événements. Donc, c'est vraiment pour se tenir à jour sur ce qui se fait dans le myélome ou chez Myélome Canada. Donc, c'est vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné à l'infolette, je vous recommande de le faire fortement. Ensuite, comment on fait quand c'est à travers l'hôpital? Parce que c'est pas tout le monde quand même qui a cherché peut-être Google et qui est allé voir le site web pour trouver de l'information et nous trouver, puis avoir ce dont il avait besoin à ce moment-là. Mais à travers les services hospitaliers, c'est quand même possible pour nous. D'abord, il y a plusieurs professionnels de la santé qui nous connaissent, avec qui on travaille de façon régulière, mais on s'assure d'être présent. Donc, les deux ressources que vous voyez, ça a été développé donc par des membres de notre équipe pour s'assurer que quand on va visiter un centre hospitalier pour parler de nos services, puis s'assurer qu'ils ont l'information sur Myélome Canada, puis qu'ils les redirigent les personnes atteintes vers nous, ben ces deux fiches d'information sont facilement accessibles. Donc, soit à travers des liens comme le document en bleu ou un code QR. Donc, pour avoir accès vraiment à la bibliothèque des outils là, imprimés et virtuels de base. Donc, on parle surtout ici des guides, des infoguides, des infofeuillets. La façon dont on développe ces informations-là, c'est toujours fait de pair avec un professionnel de la santé, mais c'est adapté aussi aux besoins du patient. Donc, pour nous, si c'est possible, on va en laisser dans les milieux hospitaliers. Donc, en 2025, là, grâce à ces contacts-là, puis au fait que, bien sûr, les gens nous trouvent un peu à travers le web. On a posté plus de 17 758 guides et infoguides à travers le pays à des patients qui venaient donc de découvrir ce qu'on faisait puis ce qu'on pouvait leur offrir. C'est quand même extrêmement important. Toutes ces informations-là sont gratuites. Donc, vous pouvez les télécharger sur le web, oui, mais des copies imprimées, c'est encore important. Donc, si vous les avez pas nécessairement en hôpital, c'est possible de les commander auprès de nous. Puis parfois, justement, le personnel est en mesure de vous aider à passer une commande. Donc, en 2024 et 2025, là, notre équipe a visité 103 centres hospitaliers. Vous savez que le personnel hein, roule beaucoup en milieu hospitalier. C'est important pour nous de faire des visites quand même de façon régulière pour s'assurer qu'on a toujours un contact avec la bonne personne. Puis effectivement, parfois c'est possible pour eux de garder du matériel, parfois ça l'est pas, mais ces ressources-là ont été développées spécifiquement pour eux. Puis au moment où la personne en a besoin, ben ces informations-là sont disponibles rapidement.
Donc, ce matériel éducatif-là, il est très, très, très varié. Les infoguides, là, c'est par là que ça a commencé. Le premier, c'est vraiment le guide destiné aux patients. Si vous avez déjà reçu votre matériel, probablement que celui-là, c'est le premier que vous avez reçu. Il y a vraiment tout sur le myélome dans cet infoguide, mais en même temps, on a la possibilité de développer des outils qui sont un petit peu plus personnalisés ou spécialisés à certains aspects du myélome. Donc, vous vivez pas nécessairement tous avec des lésions osseuses, mais on a une infoguide sur ce sujet. Donc, on va essayer d'aller toucher chacune des sphères du myélome. Le dernier en liste, donc, c'est le guide sur la gestion des effets secondaires. On a aussi une panoplie d'infofeuillets qu'on a développés. Donc, si vous voulez seulement consulter une fiche d'information sur un effet secondaire précis, c'est possible, mais vous pouvez aussi vous procurer l'infoguide où là, ils seront tous rassemblés. Donc, on essaie vraiment de varier les façons d'obtenir de l'information. On a des nouveaux infofeuillets aussi, le dernier en liste et sur, en fait, l'embolie pulmonaire. Donc, il est dans Avenir, mais il a été publié. Puis, on est en train en développer un sur les effets secondaires oculaires. Donc, ce qui peut affecter les yeux. Et une liste de préparation pour la greffe et l'allogreffe. Donc, c'est vraiment indispensable pour nous de continuer à développer ces informations-là, puisque c'est à la base l'objectif ultime, hein, s'assurer que l'information qu'on consulte est fiable et la bonne. Et c'est toujours fait en partie avec un professionnel de la santé. Donc, bien sûr, on a deux professionnels de la santé dans notre équipe, mais il y a des professionnels de la santé externes qui vont revoir tout notre matériel. C'est possible aussi d'aller consulter donc les webinaires qu'on a fait dans le passé, mais aussi différentes vidéos éducatives. Donc, on a toutes sortes de modèles. On a une série d'infos vidéos, donc réponses, questions-réponses en 2, 3 minutes avec un professionnel de la santé sur un aspect précis du myélome. Mais on a aussi des webinaires d'une durée de 1 heure environ qui vont être sur des sujets précis. Chaque année, on essaie aussi de faire une mise à jour sur la recherche, très important parce que ça évolue beaucoup. Puis après, on va essayer aussi de s'attarder à d'autres enjeux. On a une série de vidéos d'exercices physiques, par exemple. On a des témoignages. Donc, c'est vraiment varié. Si vous êtes jamais allé visiter notre chaîne YouTube, je vous encourage à le faire. Vous pouvez, donc, en tapant Myélome Canada, trouver facilement la page officielle YouTube de Myélome Canada. Vous pouvez vous inscrire. Si vous souhaitez avoir les mises à jour, quand il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, vous allez recevoir une petite alerte, mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez seulement aller consulter la bibliothèque. Tout est classé par type de vidéo. Le nouveau service, donc, en termes d'information qu'on a mis sur pied, ça fait un petit peu plus d'1 an, c'est MC Assistance. Donc, c'est un service d'information. Vous pouvez y accéder soit par un formulaire en ligne, soit en nous écrivant à assistance à commercialmielome.ca ou en composant notre numéro sans frais. Vous pourrez laisser donc un message vocal à la boîte vocale dédiée au programme MC Assistance et c'est notre infirmier pour les demandes francophones, Guy, qui va vous rappeler, qui va entrer en contact avec vous. Du côté anglophone, donc c'est Stéphanie, notre pharmacienne. Donc ça fait un petit peu plus d'1 an. L'objectif, c'était vraiment pour nous de pouvoir répondre à toutes les questions ou du moins essayer le plus possible d'accompagner les personnes dans leur réflexion, dans leur requête. Ça peut être vraiment de l'information précise, démystifier un peu tout ce que vous entendez, les choses qui arrivent, des discussions avec le médecin, se préparer aussi parfois à des discussions importantes comme un changement de traitement, mais aussi peut-être avoir de l'information sur certains services qui sont à proximité. Donc, on a vraiment ce que vous voyez là, ben, c'est à ma droite. Je suis pas certaine, mais l'image donc qui est à l'écran, ça c'est la plateforme que nos spécialistes de l'information vont utiliser
pour filtrer l'information dont vous avez besoin. Donc, au fur et à mesure qu'on a la discussion avec le spécialiste, donc il y a des éléments qui vont s'ajouter, eux, sur la plateforme, puis ils vont pouvoir vous envoyer précisément les informations qui correspondent à votre demande. Donc, ça peut être tout aussi simple que de trouver le bon groupe de soutien, mais aussi avoir un service de transport. Parfois, dans certaines régions, il y en a. Des fois, c'est pas facile à trouver. Donc, nos spécialistes sont là pour chercher l'information et vous accompagner à tous les niveaux. À venir, en fait, il est en ligne, mais en version bêta. Donc, c'est notre assistant de recherche en ligne personnalisé, Maïka. C'est une période bêta. Donc, je vous invite à le tester. On est encore en train de faire certaines mises à jour, mais l'objectif de cet assistant virtuel, c'était bien sûr d'aider les gens à chercher l'information sur le site web, puis à répondre à des questions assez rapidement, mais aussi peut-être à offrir une autre porte d'entrée pour notre service de MC Assistance. Donc, parfois, on a envie de poser des questions, de dialoguer, mais on n'est pas prêt peut-être à parler à quelqu'un. Cet assistant virtuel-là fait le premier tri, il fait le travail. Donc, l'assistant virtuel n'a le droit de chercher uniquement que sur notre site web. Donc, encore là, notre désir de fournir toujours de l'information fiable et vérifiée. Notre assistant virtuel ne va pas chercher de l'information à l'extérieur du site de Miel Onde Canada, à moins qu'on lui ait dit qu'il avait le droit d'aller et on l'aura orienté précisément dans cette direction-là. Donc, c'est vraiment une façon pour nous de garder un contrôle sur le bruit. On veut pas avoir le bruit de l'Internet. Donc, c'est vraiment un outil de recherche qui est très unique à Miel Onde Canada et à la communauté du Miel Onde. Si vous cherchez un groupe de soutien, bien sûr, ils sont d'une grande aide. C'est souvent une porte d'entrée pour les gens qui découvrent ou qui sont dans un parcours avec le myélome multiple. Ce sont les groupes de soutien. On a une carte en ligne où vous pouvez trouver, là, selon votre résidence, quel est le groupe de soutien le plus près de vous. On en a plus de 53 à travers le Canada. Certains se rencontrent en personne, d'autres font des rencontres virtuelles, d'autres font un peu des deux. Certains vont faire des présentations un petit peu plus éducatives, d'autres vont y aller plutôt de style café-rencontre. Donc vraiment, il y a autant de groupes et de diversité là, à travers les groupes. C'est à l'image de notre communauté. Ils sont entièrement gérés par des bénévoles. Nous, on est là pour les assister dans l'aspect logistique, s'assurer que les choses fonctionnent, offrir une visibilité. Mais ce sont vraiment des bénévoles et des gens qui sont là pour se regrouper, s'offrir du soutien mutuel. Donc, c'est une grande partie de notre communauté. Dans un récent sondage qu'on avait effectué, c'est 44% des patients qui disent avoir participé à des rencontres de groupes de soutien. C'est quand même près de la moitié. C'est une ressource importante, puis c'est aussi une bonne façon de réaliser qu'on n'est pas seul, puis d'affronter certaines étapes en pouvant échanger avec les autres qui ont vécu des choses similaires peut-être par le passé. Véronica l'a mentionné, on a aussi notre plateforme MC Lounge. C'est une réplique à Facebook, mais sans publicité, justement sans bruit. C'est une façon de pouvoir échanger en toute sécurité avec d'autres membres de la communauté. Bien sûr, on a des groupes de soutien, des groupes actifs là, de discussion sur Facebook. C'est toujours une possibilité, mais on a également cette plateforme MC Lounge qui permet vraiment un accès privé sécuritaire. Il faut demander de joindre le groupe pour y avoir accès. C'est disponible via l'Internet, à travers une application. Vous pouvez non seulement voir qui sont les autres membres à travers le Canada, ça vous permet aussi de trouver d'autres personnes. Si vous vous déplacez, vous voulez peut-être entrer en contact avec d'autres gens, c'est une possibilité. On a même des les groupes de soutien aux États-Unis, hein. On a quand même quelques snowbirds
qui peuvent vouloir se rendre en Floride, par exemple, ben le groupe qui opère un peu de la même façon que nous aux États-Unis, ben nous partage des informations sur leur groupe de soutien dans ces endroits. Donc, si vous voulez joindre une rencontre, par exemple, à l'extérieur, ben c'est possible au moins d'aller chercher l'information, de vous informer auprès des bonnes personnes. Donc, c'est vraiment une belle ressource pour pouvoir se connecter, échanger des documents aussi. Parce que parfois on trouve des choses qui sont utiles puis on a envie de le partager. Donc, si vous souhaitez ce genre d'échange, je vous invite fortement à demander un accès à la plateforme. Voici de quoi a l'air l'application. C'est disponible sur Google ou sur App Store. Les deux vraiment sont, c'est un téléchargement uniquement ou comme je l'ai mentionné, une connexion en ligne. Nos conférences, donc séances d'information, c'est une bonne façon aussi pour nous d'aller rejoindre les gens. On essaie de se déplacer le plus possible à travers le Canada. On en fait autour de 10 par année. Ça va varier, là, je dirais entre 8 et 12, mais disons environ une dizaine. Puis, on va vraiment essayer d'aller d'est en ouest. Parfois, c'est sûr qu'on va déterminer, ah, ben, il semble avoir beaucoup d'activités dans cette région-là. On connaît pas vraiment personne. Ben, on va se déplacer. Parfois, c'est pour donner des plus grandes conférences dans certaines régions où ça fait longtemps peut-être où on n'est pas allé. Encore là, on essaie d'alterner. C'est vraiment une façon pour nous de se faire la première poignée de main avec beaucoup de gens parce que souvent dans ces séances d'information-là et ces conférences, on a des gens qui ont reçu leur diagnostic dans les 2 dernières années, ce qu'on appelle quand même comme étant nouvellement diagnostiqués. Souvent, les conférences et les séances d'information, c'est aussi une de leurs premières étapes là, à franchir pour entrer en contact avec nous et la communauté de Myélome Canada. C'est vraiment des événements extraordinaires parce que non seulement vous avez la possibilité de rencontrer des gens qui vivent la même réalité que vous soyez patient ou proche aidant, mais aussi d'avoir de l'information à jour. Donc, on trouve toujours des professionnels de la santé, bien sûr, mais on a des présentations sur des services communautaires selon les régions où on se déplace. C'est tout aussi important. Myélome Canada ne fait pas de services qu'on appelle de première ligne. Donc, les services de base, là, se rendre à l'hôpital, par exemple, de l'aide à domicile, ça, c'est pas le genre de choses qu'on fait, mais il y a des organismes qui l'offrent. Puis, c'est très, très varié. Donc, c'est important pour nous de donner un accès à ces organisations-là également pour qu'elles viennent parler de leurs services quand on se déplace en région. Les activités de collecte de fonds, c'est certain que ça, c'est une grande part de notre visibilité. Tu sais, au mois de septembre, il y a beaucoup de gens qui font des activités de collecte de fonds. Nous aussi, c'est notre plus grande collecte de fonds de l'année, c'est la marche Miellon multiple. Mais tous ces événements-là nous permettent d'être visibles. Puis c'est la même chose pour les autres organisations qui organisent des événements durant cette période. Ça permet d'attirer l'attention. Puis on sait jamais le jour où on en a besoin, peut-être que ça va nous sonner une cloche, puis on va savoir vers qui se tourner. On a aussi les tours Miellon Canada, donc les défis de vélo. C'est des façons aussi de se regrouper. Donc, on a une visibilité, mais on a aussi une autre façon d'entrer en contact avec la communauté. On veut pas tous les mêmes choses. On veut pas nécessairement tous être dans un groupe de soutien. On veut pas tous lire énormément d'informations. On veut pas tous participer à des activités de collecte de fonds, mais au moment où on a envie de retrouver des gens qui vivent cette même réalité, de participer à quelque chose pour se motiver, puis s'aider à continuer ou même motiver notre famille, ben toutes ces options-là sont disponibles, puis les activités de collecte de fonds en font partie. Puis c'est des petits challenges, hein? La marche Miellon multiple, c'est 5 kilomètres, mais les défis de vélo, là, ça va de 25 à 80 kilomètres. Donc, il y en a pour tous les goûts. Si vous avez envie de vous inscrire, ben, il y a différentes activités en cours. Je vous encourage à le faire.
Les professionnels de la santé maintenant, comment on fait pour les rejoindre? Les visites d'hôpitaux dont j'ai parlé tantôt, c'est sûr que ça en fait partie, dans le sens où on s'assure de garder un contact actif avec les centres hospitaliers qui traitent les personnes qui sont atteintes de myélome. Mais en même temps, ben c'est pas tout, hein. Il faut qu'on soit présent à des événements médicaux, des conférences médicales, par exemple, qui vont s'adresser aux médecins de famille, pas juste aux spécialistes, même parfois aux infirmiers, aux infirmières, ou ça pourrait être à des physiothérapeutes. Les portes d'entrée pour le myélome sont quand même variées, vous le savez. L'important pour nous, c'est qu'au moment où la personne aurait besoin d'une investigation supplémentaire, ben, que le professionnel sache où aller chercher. C'est pour ça aussi qu'on a publié des lignes directrices, par exemple, pour standardiser vraiment les façons dont on diagnostique et traite le myélome. On offre une formation continue. Tous les professionnels de la santé ont besoin de crédits de formation. On offre ce genre de formation-là. On a aussi un événement scientifique, un réseau spécifique aux infirmières pour la dissémination des connaissances. Donc, vraiment une variété d'événements pour s'assurer que nos professionnels de la santé, peu importe à quel moment ils vont entrer en contact avec les personnes qui sont atteintes, elles sachent où aller chercher l'information. Donc, dans les visites d'hôpitaux, il y a le contact avec les professionnels de base, mais il y a aussi des visites un petit peu plus officielles, hein. On voit là, notre collègue Chantelle avec une bénévole qui a tenu une table d'information, donc un jour de clinique. Elle s'est déplacée dans un hôpital avec une bénévole pour être visible, donner de l'information sur le myélome. Ça, c'est dans cette façon-là, c'est que non seulement on peut rejoindre des patients, mais on peut rejoindre des professionnels aussi. Ça nous arrive d'avoir des séances d'information auprès des professionnels de la santé, s'assurer qu'on est visible dans les bibliothèques, même chose. Il y a des hôpitaux qui ont des bibliothèques, donc c'est important d'avoir le plus de visibilité possible. Toutes les opportunités qui s'offrent à nous, là, on essaie vraiment de le faire. Donc, l'année dernière, en fait, en 2024, 4 journées de sensibilisation, là, comme ce qu'on voit sur la photo, ont été organisées. Donc, c'est quand même important parce que c'est pas toujours simple de s'immiscer dans un centre hospitalier, d'arriver avec sa table d'information. Donc, on essaie vraiment d'en faire de plus en plus. Les lignes directrices, j'ai mentionné là donc à la première diapositive sur les professionnels de la santé, c'est important qu'on ait un consensus sur comment on diagnostique et traite le myélome. Tout ça est coordonné et piloté par Myélome Canada, mais bien sûr, les auteurs sont des professionnels de la santé, des spécialistes en myélome canadiens. Donc ça, on a le dernier, là, 2025-2026, sur la première et la deuxième rechute qui va être publiée. C'est vraiment important pour nous. Depuis 2020, nos professionnels s'activent à travailler sur ces lignes directrices. Ça permet justement d'avoir un certain consensus, puis de s'assurer que quand un professionnel se pose des questions, peut-être qu'il n'a pas été exposé à tant de cas de myélome, mais il sera en mesure de trouver ces informations-là, puis d'agir de la bonne façon et de référencer le patient au bon endroit, ce qui est aussi très, très important. Notre programme de formation médicale, donc qui sert aussi un peu à la même chose. Tous les professionnels de la santé doivent faire des crédits de formation dans leur année, à chaque année. Chaque année de pratique, c'est la même chose. Nous en avons une sur le myélome multiple, gestion des soins primaires et la référence. Donc, s'assurer qu'on donne le bon référencement, qu'on identifie les signes et symptômes, qu'on évalue le patient de la bonne façon, puis qu'après, on soit en mesure de l'orienter vers le bon service, le bon spécialiste. C'est vraiment, cette formation-là, elle est disponible pour tous les professionnels. Donc, bien sûr, les médecins, les spécialistes
Pas nécessairement, malgré que certains spécialistes pourraient vouloir le faire, mais les infirmiers et infirmières, des pharmaciens aussi. Donc, on a 916 professionnels de la santé qui ont participé à ce jour et qui ont obtenu leur crédit de formation qu'on a donc développé avec l'Université Queen's. C'est la deuxième dans ce genre qu'on organise. La première avait été faite en collaboration avec l'Université McGill. Et puis, voilà. Donc, pour le moment, c'est celle qui est disponible, mais c'est une autre façon pour nous d'aller sensibiliser les professionnels de la santé. Notre réseau d'infirmiers et d'infirmières, très important, ça c'est tout nouveau. Quand même, ça fait pas tout à fait 2 ans. On a 104 membres déjà, donc infirmiers, infirmières oncologiques partout à travers le Canada, qui sont là pour partager leurs connaissances. Donc, on les invite, par exemple, à participer des fois à des conférences médicales auxquelles elles n'ont pas toujours accès. Ils et elles n'ont pas toujours accès. Souvent, c'est plutôt les médecins qui vont participer. Puis s'assurer que cette connaissance-là qu'elles vont avoir acquise va pouvoir être partagée avec les autres infirmiers et infirmières. C'est vraiment une bonne façon de fonctionner. Ce sont des travailleurs essentiels dans le parcours de soins des patients atteints de myélome ou de tout type de cancer et de même toute maladie, mais passent souvent en second plan. Donc, ce réseau-là, vraiment pour nous, c'était capital de trouver une façon de les amener au meilleur niveau possible en termes de mise à jour parce que souvent, comme je l'ai dit, elles sont pas toujours c'est pas toujours une possibilité pour eux et elles de participer à des conférences scientifiques quand on parle de recherche, etc. D'abord par la nature de leur travail, très, très sollicité, mais aussi parce que souvent, c'est les médecins qui vont y aller. Donc, c'est une bonne façon pour nous de s'assurer que cette connaissance-là gravite, puis qu'il y a vraiment un échange à travers les professionnels en soins infirmiers à travers le pays. Notre table ronde scientifique, notre événement scientifique qui existe depuis le tout début. Donc, la première table ronde scientifique, c'était 16 participants, hein, c'est la petite photo à ma droite. Puis, une de nos dernières, là, on avait plus d'une centaine de participants. Donc, maintenant, le milieu s'est développé. On a plus de professionnels qui s'intéressent au myélome, plus de spécialistes. Nous, on s'assure durant cette journée-là qu'on les met ensemble. On leur présente donc, oui, des conférences, des résultats. Il y a un échange, un partage. Des fois, même, ça a pu donner naissance à des nouveaux essais cliniques au Canada. Donc, c'est une opportunité, là, un incubateur d'idées pour tous ces professionnels-là et faire en sorte donc qu'ils puissent se regrouper pour développer les meilleurs projets ou du moins améliorer l'ensemble des soins et services pour notre communauté. Les infirmières sont invitées également. Et on a souvent des membres du personnel médical qui viennent de l'extérieur du Canada qui vont venir aussi bonifier. Donc, vraiment un partage d'idées pour amener le meilleur possible pour notre communauté. Qu'est-ce qu'on fait donc pour répondre aux besoins précis de la communauté? Donc là, on parlait de comment on fait pour rejoindre les gens, puis s'assurer qu'ils ont l'information, peu importe, hein, qu'on soit un professionnel, un patient, un proche aidant euh, ou un citoyen, mais s'assurer qu'on ait une information disponible quand on en a besoin. Maintenant, on va discuter un petit peu plus de comment on fait pour répondre à ces besoins-là. Une fois qu'on a rejoint notre public, comment on fait pour donner les ressources qui sont si essentielles à toutes ces personnes, changer aussi un peu, façonner les politiques de santé, influencer certaines décisions, puis finalement investir dans la recherche canadienne. Donc, objectif numéro un, outiller les patients et leurs proches. J'ai parlé de l'information donc de base, mais on a dans notre panoplie de ressources disponibles, imprimées et en ligne,
différentes choses. Il y a l'information sur le myélome en tant que tel, mais il y a tous les autres aspects de la vie d'une personne atteinte de myélome. Comment trouver, par exemple, des ressources pour s'aider en matière de santé mentale. On a un guide destiné pour ça. On a des recettes nutritives qu'on a développées avec une nutritionniste. On a un programme d'exercice qu'on a développé avec un physiothérapeute. On a des fiches illustrées pour ce programme d'exercice, puis on a des vidéos. Mais on a aussi des infofeuillets qui vont toucher plus des aspects qu'on va appeler de qualité de vie. Donc, c'est vraiment important pour nous de faire un 360. C'est une espèce d'enveloppe. On essaie de développer le plus de ressources disponibles pour répondre à tous les besoins. Tout ça est disponible sur notre site web, parfois uniquement en version téléchargeable, souvent en version imprimée. Et puis, si vous avez besoin d'en commander en version imprimée, comme je l'ai dit précédemment, on va vous les envoyer gratuitement. Notre glossaire en ligne, c'est une bonne ressource également pour trouver des définitions là, de mots compliqués quand on se prépare à aller à un traitement ou si on a une rencontre avec un médecin qui s'en vient ou on vient d'avoir une rencontre avec un professionnel, puis là, ou on entend parler seulement de choses dans le groupe de soutien ou dans un chat. On voit des mots, on n'est pas certain d'avoir bien compris ce que c'est, donc on a un glossaire en ligne pour aider à trouver ces définitions-là de façon simple. Ça a été inspiré de nos infoguides parce qu'à la fin de chacun de nos infoguides, on a un glossaire. Donc, tout ça est aussi répertorié en ligne. Notre navigateur d'accès pour le traitement du myélome, qui devrait faire l'objet d'une refonte cette année, mais déjà, dans sa version actuelle, c'est possible pour vous de voir quel médicament est disponible dans la province où vous vivez. Donc, avec un curseur, seulement aller sur la province de résidence, vous allez avoir une liste de médicaments. On va vous indiquer à quelle date ça a été approuvé par Santé Canada, mais aussi si ça a été approuvé et si c'est remboursé dans votre province. Je vais en parler un petit peu plus loin, mais ce système-là est quand même complexe. C'est pas parce que ça a été approuvé par Santé Canada que c'est nécessairement disponible pour traiter les patients. La même chose avec les essais cliniques. Donc, on a un outil de recherche personnalisé des essais cliniques. Celui-là aussi, d'ailleurs, il va changer de look parce qu'on a une nouvelle source d'information maintenant qui vient de l'outil de recherche du QCRO qui va enfin nous donner des informations complètement bilingues. La source d'information qu'on avait en ce moment était excellente. C'est le site clinicaltrial.gov qui regroupe tous les essais cliniques, mais certaines parties ne pouvaient pas être traduites. Là, avec l'outil de QCRO, on aura accès à toutes les informations sur l'essai clinique vraiment dans les deux langues. Donc, c'est facile de trouver les essais cliniques qui sont disponibles dans votre province. Tu sais, parfois, on n'est pas certain. Est-ce que c'est une option pour moi? C'est possible d'imprimer ces informations-là, puis avec votre médecin, vous pouvez en discuter si vous pensez que c'est une option qui pourrait être intéressante pour vous selon où vous êtes rendu dans votre parcours. Donc, c'est sûr que c'est de l'information quand même très précise, mais c'est justement fait pour que vous puissiez repartir avec tout ça, poser des questions à votre médecin, puis voir vraiment si ce serait quelque chose à considérer pour vous. Donc, cet outil de recherche se concentre uniquement sur les essais cliniques en myélome au Canada. Vivre avec le myélome. Donc, j'ai parlé un peu des ressources qui sont dans un aspect plutôt 360. Donc, il y a des éléments de la qualité de vie dont on veut discuter. Puis, parfois, on a des questions. Mais il y a des choses qui sont peut-être un petit peu plus abstraites. À certaines étapes de votre parcours, vous pourriez vous retrouver confronté à d'autres questions, d'autres enjeux. L'impact financier, par exemple, ça coûte cher avoir un cancer. Ça demande beaucoup de sacrifices. C'est le genre d'outil donc qu'on a développé pour accompagner notre communauté. C'est pas nécessairement quelque chose
qui va devenir urgent au tout début, mais après un certain temps, ça peut devenir difficile. Donc, cette info-guide-là, qui est uniquement disponible par contre en version électronique, euh, vous réfère à différents sites en fait externes. C'est pour ça qu'il est uniquement en version électronique pour vous donner accès à des ressources spécifiques à votre province, des crédits par exemple, de l'argent que vous êtes en mesure d'aller chercher dans certaines situations, des rabais. Donc, c'est une ressource que si c'est ce que vous vivez, je vous conseille fortement de consulter. D'ailleurs, ce guide-là sera effectivement refait cette année. D'ici la fin de l'année, il y aura une mise à jour parce que ces sources de financement-là varient. Donc, on se doit de faire une petite mise à jour. Le guide sur la défense des droits des patients qu'on voit donc en mauve, celui-là est en train de se faire refaire. On est presque à la fin. Donc, il y aura une nouvelle version de publiée. Mais ça, c'est le genre de choses aussi que peut-être en début de parcours, on n'est pas tout à fait rendu là, mais à un moment donné, on a envie euh, de faire bouger certaines choses. Puis la défense des droits, c'est très simple, hein. Ça commence par poser des questions, mais il y a différentes façons de le faire. Il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer l'ensemble des droits des personnes qui vivent avec la maladie ou qui vivent dans notre milieu, mais on peut aussi avoir besoin d'outils pour défendre nos propres droits, puis se faire entendre quand on sent que les choses sont peut-être pas, vont pas nécessairement dans la direction qu'on le voudrait. On a des guides de discussion également. Il y a des discussions pas faciles à avoir avec les médecins, donc on a également un outil pour vous aider, vous accompagner là-dedans. Donc c'est vraiment on va dans des choses qui sont touchent pas nécessairement à l'information médicale, qui sont pas tant dans la qualité de vie non plus, mais qui vont toucher un certain aspect de ben, comment je fais pour prendre ma place, puis organiser peut-être mieux certains aspects de ma vie dans justement l'aide de prise à la décision ou défendre ses droits, l'impact financier, quand on doit changer de mode de rendez-vous aussi, comment on se prépare. Donc, différents outils, tous disponibles sur notre site web. Oh, je suis allée trop vite. Agir sur les systèmes de santé. Ça, c'est ma partie. J'essaie de pas parler trop longtemps et je sais que je suis déjà à 10 minutes, là. Oh mon Dieu, ça va être difficile. Agir sur les systèmes de santé, ça, c'est vraiment l'endroit où moi, j'interviens le plus. Ça, c'est une grande partie de mon travail. Euh, La photo que vous voyez là, c'est une des dernières journées d'action législative qu'on avait organisée en Ontario, où on avait été rencontrer différents élus, des ministres, pour leur parler d'enjeux en Ontario. Ce sont des activités qu'on organise pas toujours en personne. Il y a différentes façons de le faire. Mais ça, c'était une des dernières en personne. Agir sur les systèmes de santé, c'est très large. Euh, on peut euh, on peut s'immiscer dans différents groupes de travail, dans différents comités, mais on peut aussi seul uniquement prendre part à des mécanismes qui nous sont offerts. Ça, c'est extrêmement important aussi quand vous voyez des sondages qui sont envoyés pour évaluer un traitement. On en a un là, qui va sortir la semaine prochaine. Même si vous connaissez pas le traitement ou que vous avez pas reçu ce traitement-là, répondez au sondage. Toutes ces données-là, nous, on peut les partager avec les instances qui évaluent le remboursement des traitements. C'est extrêmement important. Puis parfois, ben oui, on se déplace ou on organise des rencontres virtuelles, puis on essaie de solliciter les élus pour leur parler de problématiques plus sérieuses. Donc, c'est vraiment, c'est très spontané, hein. Chaque année, les choses bougent. On sait jamais exactement dans quelle direction ça va aller, mais c'est un travail très important. Puis Myelome Canada prend une très belle place à ce niveau-là. On est très respecté, on est considéré comme un partenaire, un collaborateur. Donc, cette place-là, elle est très importante. Notre cofondateur disait, si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. Mais c'est vraiment ce qu'on essaie de faire à travers ça. S'assurer que quand il y a une porte qui s'ouvre, on puisse s'asseoir à la table puis faire partie des discussions pour les changements qui vont être évalués pour le futur de notre communauté.
On voit ici l'évolution là, des traitements. J'ai dit tantôt, quand nos cofondateurs ont été finalement diagnostiqués avec le myélome, il y avait environ 2 traitements disponibles. Là. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches en myélome. On a été très chanceux à ce niveau-là, du moins, puisqu'on a des options de traitement maintenant. Euh, Ce que vous voyez là, c'est ça, une liste. D'un côté, les médicaments qui sont remboursés, puis de l'autre côté, les médicaments qui sont approuvés par Santé Canada, mais qui ne sont pas encore remboursés. Donc, comme je vous le disais, être approuvé par Santé Canada, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être remboursé. Pour se rendre au patient, donc un médicament doit d'abord être soumis à Santé Canada. On va vérifier est-ce que c'est efficace, ça? Est-ce qu'on c'est un bon traitement? Est-ce qu'on le veut au Canada? Est-ce qu'on veut lui laisser une place sur le marché? Une fois que cette approbation-là va être faite, ben, on va devoir évaluer son remboursement. Donc, on a 2 instances au Canada qui font ça, l'INES au Québec et CDA-AMC pour le reste du Canada. Cette partie-là, c'est, ben, OK, oui, ça marche, mais on veut-tu payer pour ça? Donc, c'est dans cette section-là où nous, on a le plus d'opportunités pour donner l'opinion des patients ou l'expérience des patients et des proches aidants avec les traitements qui sont évalués. Même si vous n'avez pas reçu le traitement qui est évalué ou vous n'allez pas le recevoir, il y a quand même aussi une partie très importante sur l'expérience des patients en général. Donc, c'est très important pour nous d'avoir le plus de données possible parce qu'on est en mesure de donner l'heure juste au moment où on est en train d'évaluer quelle est la situation des patients et de leurs proches en myélome. Donc, toutes ces informations-là sont importantes. On a parfois aussi dans cette partie des consultations. On va nous consulter pour voir, ben, qu'est-ce que vous pensez si on fait un changement dans l'algorithme de remboursement? Est-ce que vous pensez que ça fait de l'allure? Bon, les mêmes choses vont être demandées aux professionnels de la santé, mais il y a aussi une partie unique qui est dédiée au groupe de patients. Donc, c'est très important pour nous. Puis, pour que une fois qu'on aura obtenu, par exemple, un OK pour le remboursement, ben il va falloir négocier le prix. Puis après que le prix soit négocié, ben chaque province a le pouvoir de décider quand et comment elle va le mettre sur la liste de remboursement. Donc c'est pour ça que les étapes là, à franchir là, pour passer de gauche à droite sont quand même longues et importantes. Ça peut prendre entre 700 et 900 jours. C'est pas rien quand on attend d'avoir accès à un médicament, mais c'est le processus donc dans lequel le Canada évolue. Donc en ce moment, ce que vous voyez, elranatamab, donc toujours non disponible, les négociations pour le prix se sont arrêtées et n'ont pas repris. Cilta-cel, c'est Carvykti. Donc ce dossier-là, je suis pas mal certaine que vous en avez entendu parler. On a fait beaucoup de bruit autour de ça. Puis les négociations ont repris. Donc, on espère qu'on va pouvoir passer de l'autre côté. Belentamab mafodotin, donc le Blenrep, les négociations sont en cours et le Telquatamab également. Les négociations sont en cours pour le Québec, mais le Canada, on a resoumis, pour le reste du Canada, on a resoumis une demande d'évaluation de remboursement. Et donc, ce processus-là n'est pas tout à fait terminé. Ça, c'est l'algorithme de traitement. Je veux pas que vous reteniez nécessairement l'information qu'il y a là-dessus, mais c'est pour que vous voyez là, les options. Donc, nous, ça, c'est vraiment un outil de travail pour voir, OK, à telle étape du traitement, en première, deuxième, troisième, quatrième ligne, où est-ce qu'on est rendu? C'est vraiment ce que ces organisations-là essaient de faire. Bon, où est-ce qu'on va mettre ce traitement-là? Quel est le meilleur, la meilleure option finalement pour ce traitement-là. C'est ce que les essais cliniques tentent d'évaluer. Donc, à la fin, on finit par avoir ce qu'on appelle un algorithme de traitement, donc une séquence de combinaison à chaque ligne de traitement pour voir qu'est-ce qui est le mieux pour le patient, puis on voit les options qui sont disponibles. On peut pas faire tout ce travail-là si on est seul. Donc, une grande partie de ce travail se fait aussi en collaboration avec d'autres partenaires. J'ai mentionné des groupes de travail, par exemple, ou des comités. On est très, très présent à différents niveaux.
Oui, l'évaluation du remboursement nous donne beaucoup d'opportunités, mais parfois, il y en a d'autres ailleurs. Parfois, il y a des consultations au niveau de Santé Canada ou au niveau des négociations de prix ou même au niveau des provinces. Mais parfois, il y a des comités qui se forment un peu à l'extérieur, mais en partenariat avec ces organisations-là, ce qui nous permet de faire entendre la voix de notre communauté, puis faire bouger les choses et les améliorer pour le futur. Ça fait partie aussi parfois de participer à des conférences puis à des événements où on sait que tous ces gens-là vont être sur place, puis s'assurer de se faire entendre au bon moment. Ça, c'est une liste quand même pas tout à fait complète des partenaires avec lesquels on travaille. Donc, c'est vraiment très varié. Autant spécialement, c'est sûr, au Québec, on en a peut-être un peu plus parce que on est basé ici, mais à travers le Canada et un peu partout, même à l'international. Donc, c'est une priorité pour nous. On est toujours mieux ensemble. Parfois, il y a des actions qu'on va devoir faire tout seul parce que ça concerne uniquement notre communauté, mais quand il y a des choses qui peuvent être faites, qui peuvent bénéficier l'ensemble de la communauté des patients atteints de cancer, ben c'est sûr que nous, on va s'assurer d'avoir une place à la table également. Les organisations que j'ai mentionnées, donc pour qu'on se rende à la liste du médicament, donc on a Santé Canada, mais on a l'INES, CDA-AMC, on a l'industrie pharmaceutique, on a aussi l'aspect négociation de prix. Euh, et ce qu'on appelle le PMPRB. Ce sont toutes des organisations ou des regroupements qui peuvent nous offrir des opportunités. Développer ces relations-là fait aussi partie de notre travail. On veut s'assurer d'être considérés comme des collaborateurs et des partenaires. Et c'est ce qu'on fait. Myelome Canada a une grande expertise dans ce travail-là et est très respecté. Donc, nous, on s'assure vraiment d'être bons joueurs et de travailler pour le bien commun. Quand des opportunités s'ouvrent, oui, on s'assure d'être à la table, mais on s'assure de considérer les perspectives des autres également, puis de conserver ces relations-là très fortes. Donc, ce sont le genre de travail, c'est le genre de travail qu'on fait pour améliorer le système de santé. Euh, Ensuite, bien sûr que si on veut améliorer les choses, il faut aussi investir dans la recherche. On a une nouvelle initiative, donc on a nommé Aurélia, euh, puis qui regroupe vraiment toutes les façons dont nous investissons ou on stimule la recherche en myélome au Canada. Si on veut qu'il y ait des nouveaux produits avec des bénéfices supérieurs, des résultats supérieurs, des effets secondaires moins durs, des modes d'administration qui sont plus simples, peu importe l'amélioration là, qui va être proposée, si on veut qu'il y ait ça au Canada, il faut qu'on s'assure qu'il y ait des sous pour qu'on puisse les faire venir, pour qu'on puisse les exécuter, puis qu'il y ait de l'intérêt également. Donc, il y a vraiment différents projets qui sont soutenus par Myelome Canada en recherche. C'est très, très vaste. Ça va donc du financement des projets, mais aussi financer ou soutenir le progrès de la science et le transfert de connaissances. Tout ça rentre en ligne de compte. C'est très important pour nous de demeurer en avant-plan à ce niveau-là. Il y a 10 priorités auxquelles les projets et qui vont être financés dans notre initiative Aurélia doivent correspondre. Ces priorités-là ont été établies par des patients, des proches aidants et des professionnels de la santé dans un processus qui a duré, d'un processus de priorisation qui a duré environ 2 ans. Et ces priorités-là n'ont pas changé. Donc, pour pouvoir bénéficier donc du support de Myelome Canada en recherche en sciences sous l'initiative Aurélia, il faut répondre à une de ces priorités, c'est-à-dire d'abord guérir le myélome, c'est la priorité numéro 1. Mais comme vous voyez, il y en a beaucoup d'autres. C'est tout aussi important de réduire les effets secondaires des traitements ou de mieux gérer la résistance aux médicaments et les rechutes que de guérir le myélome. Parce qu'en attendant qu'on guérisse le myélome, il y a d'autres étapes. Les patients vont quand même continuer de vivre avec les traitements actuels, puis il faut qu'on puisse améliorer cette expérience-là au maximum. Les projets qu'on finance sont aussi un peu à l'avant-garde. On essaie d'être en avant de notre temps.
Il y a des discussions des fois qui arrivent, puis notre système n'est pas tout à fait rendu là. C'est un bel exemple avec le programme de mise en œuvre là, de dépistage de la maladie résiduelle minimale. En anglais, on appelle ça MRD. Vous avez probablement entendu parler de ça. C'est une nouvelle façon d'évaluer le niveau de la maladie. Il y a plusieurs tests là, qui sont en développement. Puis justement, nous, on s'est dit, OK, on va mettre tout le monde ensemble, on va les rassembler, puis on va discuter de ce qui serait le mieux pour le fonctionnement de notre pays, des spécificités propres aux provinces, mais aussi des mécanismes là, de gestion de ce type d'évaluation-là. Phase zéro, un autre projet qu'on a mis de l'avant qui, en fait, sert à adresser les barrières à l'accès aux essais cliniques avant même qu'un patient s'inscrive et complète le processus de participation à un essai clinique. C'est très important parce que souvent, les essais cliniques vont être dans les grands centres, pas nécessairement accessibles partout. Puis, il y a certaines barrières personnelles qui vont empêcher certains patients qui seraient éligibles, par exemple, à participer. Donc, on essaie vraiment de développer des idées qui peuvent servir à améliorer l'accès à l'ensemble des soins et services, puis qui touchent pas uniquement notre communauté. Tout ça, c'est des réflexions que notre pays, notre province doit avoir et améliorer la condition de notre communauté, c'est aussi améliorer la situation des autres personnes atteintes de cancer. Le modèle de financement qu'on utilise est quand même varié parce qu'on a plusieurs types de bourses. Ce qui est très important de retenir, c'est que les collectes de fonds, dans le fond, l'argent de nos collectes de fonds va directement à la recherche. On a un comité indépendant qui évalue tous les projets. C'est pas Myelome Canada qui décide, c'est l'évaluation du comité indépendant de professionnels qui va déterminer est-ce qu'on donne une bourse aux projets qui nous ont soumis ou pas. On a une grande bourse qu'on a appelée Aldo Del Col en son honneur pour des projets de recherche de plus grande envergure, mais on a aussi des plus petites bourses. Le programme de partenariat visant le partage de fonds de recherche issus de la Marche Myélome Multiple, c'est un programme important parce que grâce à ce programme-là, par exemple, selon le montant amassé par la Marche Myélome Multiple, l'hôpital qui va y être associé et la fondation vont pouvoir recevoir jusqu'à 50% du montant net des recettes de la marche pour un projet en myélome localement. Donc, la marche myélome multiple de la Ville de Québec, par exemple, en bénéficie. Il y a un projet qui est directement financé à l'hôpital à Québec de Dr Côté. C'est ce genre d'initiative qu'on essaie de mettre sur pied pour trouver des façons d'investir de façon la plus variée possible pour répondre aux différents besoins. Parce que oui, il y a les grands projets, on cherche à développer des nouveaux traitements, à guérir le myélome, mais il y a tout le reste aussi. On va s'associer avec différents partenaires, même chose. En 2025, là, c'est plus de 1 million de dollars qu'on a investi en recherche sur le myélome. C'est 16 chercheurs canadiens qui ont été supportés, dont 10, à travers 10 projets de recherche différents. Puis 8 chercheurs émergents ont pu également profiter de bourses pour participer à des événements significatifs pour améliorer leur formation puis se développer en tant que spécialiste en myélome. Ça, c'est le regroupement donc de l'Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer. Nous, on en fait partie. Ça, c'est les partenaires avec lesquels on peut s'associer à travers ce réseau-là. Donc, vraiment, c'est les partenariats, c'est une source extrêmement importante. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir accès à des projets peut-être auxquels on n'aurait pas eu accès à l'extérieur de ce genre de regroupement. Information, c'est la fin, je vous promets, j'ai dépassé de 7 minutes. Information importante à savoir, c'est que j'ai mentionné, hein, l'argent de nos collègues de fonds va directement dans nos projets de recherche. Ben, sachez que Imagine Canada nous a donné un niveau d'accréditation 2, ce qui est excellent pour justement
confirmer que les gens qui donnent à notre organisme peuvent avoir confiance que notre organisation a un bon fonctionnement, une bonne gouvernance et que les sous sont bien dépensés. Donc, c'est très important pour nous de maintenir ce standard. On ne serait pas en mesure d'offrir autant d'argent si on n'avait pas ce genre de standard. Donc, on a même reçu, sans même l'avoir demandé, parce que Imagine Canada, c'est un processus auquel on s'est soumis vraiment pour garantir notre crédibilité, mais l'organisation Charity Intelligence a fait une révision sans nous demander de tout ce qu'on avait disponible publiquement, donc à travers nos états financiers, reports annuels et les déclarations, etc. Il nous a donné une cote de A- et donc de 4 étoiles. C'est très, très bon. Vous pouvez voir que la majorité des gens sont en dessous de cette cote. Donc, c'est vraiment une reconnaissance très importante pour nous de garantir que les sous qu'on amasse, les programmes qu'on développe, ce dans quoi on investit, c'est vraiment fait de la bonne façon. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que vous m'en voulez pas trop d'avoir dépassé de 9 minutes. Je vous remercie énormément pour votre temps. Il y a eu beaucoup d'informations dans cette présentation-là. Moi, je vous dis, si vous avez des questions, visitez notre site web, écrivez-nous. Ce que vous avez besoin de retenir aujourd'hui, c'est que si vous avez besoin de quelque chose, peu importe, Myelome Canada a probablement déjà cette ressource, cette information, ce programme qui est disponible pour vous. Et sinon, on va pouvoir vous orienter vers la bonne personne. Merci Jessie pour cette super présentation. Merci à tous d'avoir été parmi nous, d'avoir participé à notre webinaire.